Sans doute est-il un peu incongru de présenter Michel de Gégère à ceux d'entre vous qui nous font l'amitié de nous accompagner depuis quelques décennies, puisque nous en sommes à notre 30e fête du livre. Aujourd'hui directeur des hors-séries du Figaro et du Figaro Histoire, membre correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques, notre ami mène, parallèlement à ses activités journalistiques, une œuvre d'historien d'une rare exigence. Animé de la conviction que l'histoire est maîtresse de vie et que le recueil de ses leçons peut nous aider à éclairer nos réflexions et guider nos actions, il vient de successivement publier en quelques années et de consacrer ses travaux à la chute de l'Empire romain, les derniers jours, la fin de l'Empire romain d'Occident, la naissance de l'idée de démocratie en Grèce, le cabinet des Antiques, et enfin, l'invention du patriotisme en Grèce à l'occasion des guerres médiques et de la guerre du Péloponnèse, ouvrage intitulé « La mélancolie d'Athéna ». Précieux, voire désormais indispensable triptyque pour ceux qui souhaitent mieux comprendre d'où nous venons et où, a priori, nous allons. Nous allons essentiellement nous intéresser à ce dernier ouvrage consacré à l'idée de patrie sous forme d'échange. Tout d'abord, Michel de Gégère, en quoi consiste le patriotisme grec à cette époque, qui est celle des guerres médiques et de la guerre du Péloponnèse? Voilà. Oui, en fait, mon livre part un petit peu avant les guerres médiques, parce que justement la période qui sépare les guerres médiques, donc au tout début du 5e siècle avant Jésus-Christ, de la guerre du Péloponnèse, dans le dernier tiers du 5e siècle, c'est la période de la dégénérescence d'une belle idée. Le patriotisme, il naît en Grèce avant, il naît essentiellement avec la cité, c'est la cité grecque. C'est donc une nouvelle forme d'État qui apparaît vers le 9e siècle avant Jésus-Christ. Dans le contexte, si on remonte un petit peu plus loin, en Grèce, vous avez la civilisation mycénienne, qui est la civilisation qui est évoquée par Homère dans l'Iliade et l'Odyssée, qui est une civilisation palatiale avec des royaumes, etc. Tout ça va s'effondrer vers le 12e siècle avant Jésus-Christ, à quoi va succéder une période de relative anarchie. Et petit à petit, le monde grec va retrouver la civilisation et une organisation politique par des petites communautés qu'on va appeler des cités-États. Il y avait déjà eu des cités avant, des cités-États auparavant dans d'autres civilisations, notamment à Sumer, en Babylone, et puis dans d'autres endroits du pourtour méditerranéen. Mais cette cité-État grecque va avoir une particularité, c'est que ça va être une cité délibérative, c'est-à-dire que dans le contexte créé par cette anarchie, personne n'est assez fort pour s'imposer comme le roi, comme le chef, comme le dictateur. Les chefs de famille sont tous armés parce qu'on a appris à travailler le fer qui permet d'avoir un armement bon marché, et ce qui fait que personne ne peut s'imposer simplement par l'évidence de la force, et on est obligé de discuter. Et cette nouvelle forme d'État, donc, va être une cité où on va se réunir autour de cultes communs pour délibérer ensemble sur le juste et l'injuste, sur le bien commun. C'est donc une toute nouvelle forme d'État où on n'obéit pas au roi parce qu'il est le plus fort ou parce qu'il est l'intermédiaire avec les dieux, ce qui était le cas en général de toutes les formes politiques qu'on a connues auparavant. Le roi s'impose essentiellement comme l'intermédiaire privilégié avec les dieux, et puis aussi par sa puissance militaire, par le monopole de la richesse, par le monopole de la force. Là, on est dans une cité où des chefs de famille discutent entre eux dans l'amitié. Et donc évidemment, ça va former une forme d'État qui crée un attachement collectif. Probablement cet attachement collectif avait préexisté dans d'autres formes politiques, mais là, l'attachement à la cité va être bien plus fort dans la mesure où c'est une communauté, où dans l'amitié, on discute ensemble du juste et de l'injuste. Ces communautés, pour pouvoir délibérer du juste et de l'injuste, il faut se connaître, il faut pouvoir se réunir, et donc ça va être des communautés de petite taille.
Ce qu'on appelle une cité, c'est une ville, quelques bourgades, une banlieue, quelques kilomètres carrés. Si vous voulez, c'est l'équivalent souvent de la moitié ou du tiers d'un département français. Quelques cités sont plus étendues, mais elles sont rares. Et donc, dans ces cités peu étendues, eh bien, le cœur du pouvoir politique, c'est-à-dire la ville capitale, n'est pas très éloigné de ses voisins, puisque sur un État de peu d'étendue, les frontières sont très proches de la capitale. Et donc c'est un État qui est en permanence menacé par ses voisins. Donc si vous voulez, la Grèce va réémerger à la vie politique, donc vers le 9e, 8e siècle, sous la forme d'une multitude de petites cités qui vont être très périodiquement en guerre les unes contre les autres, eh bien, pour des définitions de frontières, pour le contrôle d'un fleuve qui apporte de l'eau, pour le contrôle d'une montagne qui apporte une protection, etc. Donc une communauté liée par l'amitié et qui est en permanence menacée par la guerre. Et cette menace, il faut bien... plus près. Cette menace, il faut bien comprendre que dans l'Antiquité, c'est une menace. Enfin, la guerre, c'est toujours quelque chose de terrible. Ça peut toujours vous apporter la mort. Mais enfin, nous sommes dans un contexte de société esclavagiste où il n'y a rien d'amoral, si vous voulez, à réduire en esclavage des prisonniers de guerre. Donc la perspective qu'apporte la guerre, c'est la mort et l'esclavage. Donc c'est une perspective très effrayante qui va créer, bien entendu, dans chacune de ces cités, un fort sentiment patriotique. C'est-à-dire qu'on va avoir le sentiment que de la survie de la cité dépend votre survie propre, votre liberté, en même temps que votre bien-être, etc. Et donc ce contexte va faire naître, donc, dans ces siècles, 8e, 7e, 6e, va faire naître le patriotisme que vous voyez s'exprimer notamment dans l'Iliade. L'Iliade, c'est quand même le récit d'une ville menacée par une invasion étrangère et où les héros, on voit qu'il est beau de se battre et de mourir pour sa cité. C'est donc l'Iliade, si vous voulez, pour les Grecs, l'Iliade est composée dans ces siècles-là, 8e à peu près, et donc elle donne comme modèle d'homme, eh bien, Hector, l'homme qui combat et meurt pour la survie de sa cité. Et donc, le patriotisme va prospérer pendant tous ces siècles, l'Iliade étant un réservoir, c'est le grand poème grec, et c'est l'Odyssée, si vous voulez, d'une autre façon, promeut le même idéal, puisque finalement, tout le voyage d'Ulysse est motivé par le désir de retrouver sa patrie. La patrie, Ulysse a une vie très agréable, il vit avec Calypso, qui est une nymphe d'une très grande beauté, qui en plus est très sympathique et bonne avec lui, et pourtant il la quitte parce qu'il veut retrouver sa femme, bien entendu, mais aussi, insiste le poème, parce qu'il veut retrouver sa patrie. Il a le mal du pays, et au terme de voyages extrêmement aventureux et difficiles, eh bien, il va retrouver sa patrie. Donc vous voyez que cet idéal, l'Iliade et l'Odyssée étant vraiment le conservatoire des vertus grecques, le conservatoire des exemples qui donnent aux Grecs, si vous voulez, le modèle qu'il faut imiter, eh bien, le patriotisme s'impose comme la vertu cardinale. Et lorsque la pensée grecque s'affine, lorsque naît la philosophie, lorsque, avec la redécouverte de l'écriture, un certain nombre de textes qui sont parvenus jusqu'à nous sont rédigés, eh bien, les Grecs réfléchissent à ce sentiment et ils en arrivent à la conclusion qu'au fond, il y a dans la nature humaine un instinct, un sentiment absolument naturel qui est inné, qui est propre, qui est le propre de l'homme, qui est l'un des propres de l'homme, qui est le sentiment du juste et de l'injuste, le sentiment de la justice. Eh bien, le patriotisme relève de la justice puisque, eh bien, en naissant, on reçoit de sa patrie, eh bien, la possibilité de survivre, parce qu'une famille ne suffirait pas à la survie d'un individu, il faut qu'elle soit protégée par la tranquillité de l'ordre qu'apporte la patrie. Et donc, la patrie, c'est ce qui vous apporte la survie, c'est ce qui permet d'avoir une éducation, c'est ce qui vous initie au beau, au vrai, aux biens immatériels. Et donc, c'est une somme de biens matériels et immatériels immenses que nous recevons sans mérite de notre part en naissant et qui donc, par le sentiment de justice, nous impose un devoir de reconnaissance qui consiste à se dévouer pour elle.
Et puis interviennent au début du 5e siècle, donc en 490 puis 480, les deux guerres médiques. Et c'est un phénomène tout à fait nouveau pour les Grecs, parce que cette Grèce que j'ai évoquée, qui s'est formée, cette Grèce des cités qui s'est formée entre le 9e siècle et le 5e siècle, c'est une Grèce qui a connu la guerre, puisqu'elle a connu toutes sortes de guerres entre cités, mais qui n'a pas connu l'invasion. Et donc le patriotisme, tel qu'il s'est développé, comme je viens de vous le dire, c'est un patriotisme civique, c'est-à-dire qu'on est patriote athénien, ou spartiate, ou thébain, ou corinthien, ou argien, etc. Il s'attache à la cité. Et les Grecs ont tout de même conscience, ils ont une communauté de langue entre toutes ces cités, ils ont des communautés de dieux, ils ont des sanctuaires panhelléniques, mais ils n'ont jamais subi d'invasion étrangère. Entre le XIIe siècle et le Ve siècle, peut-être à cause de la géographie montagneuse de la Grèce, ou par le hasard des choses, je ne sais pas, la Grèce ne connaît pas d'invasion étrangère. Et au 5e siècle, vous savez donc tous, il va y avoir l'invasion perse, les Perses qui vont déferler, d'abord de façon un petit peu cursive, une espèce de corps expéditionnaire qui est repoussé par les Athéniens à Marathon, mais surtout 10 ans plus tard, la Deuxième Guerre médique, où deux énormes armées, une armée et une flotte, une armée de terre et une flotte, perse se proposent d'envahir la Grèce. Et là, les cités grecques se trouvent devant un cas de conscience, le premier du genre, c'est-à-dire que, au nom du patriotisme, que dois-je défendre? Parce qu'en réalité, si vous voulez, les Perses font tout de suite, il y a une offensive diplomatique de Xerxès, proposant aux cités grecques de les laisser sauves si elles lui donnent la terre et l'eau, c'est-à-dire que si en fait elles se reconnaissent comme vassales, elles reconnaissent la tutelle du roi perse, mais qui sera une tutelle relativement bienveillante et lointaine. La tutelle du roi perse, ça consiste à lui donner un tribut annuel, donc verser un impôt à la cour de Perse, et puis quand le roi a besoin d'hommes pour ses guerres, lui donner des soldats. Mais le reste du temps, on en a l'expérience dans d'autres cités grecques qui sont en Asie mineure et qui ont été sous la tutelle du roi perse. Mais en gros, ils leur fichent la paix, ils les laissent vivre comme elles sont. Et donc, les Perses disent aux cités grecques qu'elles veulent conquérir, nous allons arriver avec une armée formidable, ils font circuler beaucoup d'informations sur l'ampleur de la conquête qui se prépare, et si vous voulez y échapper, c'est pas difficile, soumettez-vous tout de suite, et vous aurez la vie sauve, on vous laissera comme vous êtes, votre autonomie sera respectée. Et donc, les patriotes des cités grecques, si vous voulez, se trouvent confrontés à ce cas de conscience, savoir est-ce que je dois protéger d'abord ma cité ou de protéger la Grèce entière? Est-ce que je dois faire cause commune avec les Grecs pour arrêter les Perses? Ou est-ce qu'au fond, mon intérêt est d'accepter cette tutelle lointaine et bienveillante et sauver ma situation? Et donc, vous avez 31 cités qui vont choisir de résister aux Perses, ce qui veut dire que comme on ne sait pas bien combien il y avait de cités, mais c'est plusieurs centaines de cités grecques, si vous voulez. Sur plusieurs centaines, on n'en trouve que 31 qui décident de résister aux Perses, les autres s'accommodant très bien finalement de cette tutelle qui va leur laisser la vie sauve. Si vous voulez, on a l'exemple vraiment pratique de ce cas de conscience avec le cas de conscience d'Athènes. Les Athéniens font partie au premier plan, évidemment, des gens qui refusent de laisser arriver les Perses. Et comme Athènes est indéfendable, vu l'ampleur de l'invasion, Thémistocle demande aux Athéniens d'aller se réfugier. Les femmes et les enfants, on les envoie sur l'île de Salamine, qui est une île toute voisine, et les hommes, on leur demande de se replier sur la flotte pour affronter la flotte perse dans le détroit de Salamine. Et bataille, comme vous le savez, qui sera victorieuse et qui permettra de repousser les Perses. Mais cela veut dire, dans l'immédiat, abandonner le territoire et le territoire de l'Attique et la ville d'Athènes à l'invasion perse. Et donc, Xerxès va ravager l'Attique et incendier Athènes, détruire l'acropole. Et pendant que les soldats sont sur la flotte à Salamine, ils regardent leur ville en train de brûler, et certains demandent à Thémistocle, mais à quoi cela rime-t-il de sauver la patrie au prix de la patrie? Donc vous voyez la difficulté qui va ensuite traverser l'histoire à chaque guerre qui va arriver. À quel prix doit-on défendre la patrie? Si vous voulez, pour prendre un exemple très proche de nous, on peut se demander, si vous voulez, ce que Zelensky va sauver de l'Ukraine si il sauve un pays qui est entièrement détruit. Bon, c'est le débat.
il y a des tas d'autres exemples dans l'histoire, de savoir jusqu'à quel point on doit résister, jusqu'à quel point on doit composer, qu'est-ce que l'on peut sacrifier, qu'est-ce que la patrie. Est-ce que la patrie, c'est mon territoire? Est-ce que c'est mon peuple? Est-ce que c'est ma souveraineté? Ou est-ce que c'est aussi ma culture, mes manières de faire, mes mœurs, ma vie politique, mes dieux? Et dans ce cas des guerres médiques, eh bien, les cités qui ont composé avec les Perses ont estimé que l'essentiel c'était de sauver la population et le territoire. Les cités qui ont résisté ont estimé que l'essentiel c'était de sauver la souveraineté, la culture. Bon, ce sont des cas, je ne donne pas une solution comme étant préférable à l'autre. Je pense que, si vous voulez, l'histoire grecque et toute l'histoire antique a cet intérêt que c'est un monde clos dont on connaît le début et la fin et qui est un espèce de laboratoire d'expériences qui sont porteuses de leçons pour nous. Et ce sont ces leçons que j'ai essayé de tirer dans ce livre. Votre ouvrage s'intitule « La mélancolie d'Athéna ». Pourquoi Athéna est-elle mélancolique? Alors Athéna est mélancolique parce que en fait l'histoire, alors je fais référence à un bas-relief qui a été trouvé au XIXe siècle sur l'Acropole et où l'on voit Athéna équipée en hoplites. Les hoplites, ce sont les fantassins athéniens, et qui est penchée vers le sol en regardant une stèle dont on ne voit pas ce qu'elle regarde. On voit qu'elle regarde une stèle, mais on ne sait pas ce qu'il y a sur cette stèle. Et donc cette stèle a fait l'objet de toutes sortes d'interprétations. On s'est demandé si ce n'était pas une liste de soldats morts parce que Athéna avait l'air triste et donc on a appelé les romantiques ont appelé cette stèle l'Athéna mélancolique. Aujourd'hui, on l'appelle plutôt l'Athéna pensive. Voilà. Et donc, je fais référence à cette stèle parce que le 5e siècle, si vous voulez, Athéna, patronne d'Athènes, a des raisons d'être mélancolique, parce que les guerres médiques dont je viens de parler à grands traits vont se traduire par la victoire d'Athènes et de Sparte alliées. Et donc, ces 31 minuscules cités grecques, c'est une poussière de petits États qui vont triompher de la superpuissance de l'époque par leur patriotisme, par la mise en œuvre de leurs vertus civiques. Et puis, au lendemain de ces guerres médiques, eh bien, et c'est un petit peu ce que je raconte, au lendemain de ces guerres, Athènes et Sparte vont se séparer. Sparte va estimer que les guerres sont terminées. Athènes va estimer que pas du tout, il faut prévoir un retour possible des Perses, puisqu'ils sont venus déjà 2 fois, pourquoi ne reviendraient-ils pas une 3e fois? Et Athènes va, avec sa flotte, fédérer les îles grecques, puis les cités d'Ionie, les cités grecques d'Asie mineure, puis finalement toutes les cités du pourtour du monde égéen, au sein d'une alliance militaire dont l'objectif, le propos est de continuer la guerre contre les Perses de façon défensive si les Perses reviennent, et offensive, c'est-à-dire en libérant les cités grecques d'Asie mineure qui avaient été asservies au VIe siècle par Cyrus. Et donc c'est ce qui va se passer, mais petit à petit, les cités grecques sont libérées, les Perses ne se manifestent plus, et nettement les Perses renoncent, si vous voulez, ils ne sont plus en état de mener des projets offensifs contre la Grèce et d'attaquer la Grèce. Et pourtant, Athènes va vouloir maintenir son alliance. Et on est devant un exemple très intéressant pour nous d'une alliance militaire, puisque c'est une alliance militaire sous hégémonie athénienne qui se maintient alors même que l'ennemi a disparu. Et ce phénomène va petit à petit, si vous voulez, déboucher sur le fait que cette alliance panhellénique faite dans l'exaltation patriotique va devenir un instrument de suggestion et finalement une source d'anarchie, parce que petit à petit, eh bien, plus ou moins les alliés d'Athènes vont renoncer à envoyer des vaisseaux à la flotte commune, si vous voulez, et remplacer ça par un versement en numéraire, mais qui va se traduire par le fait que finalement, vous avez une cité hégémonique et d'autres cités qui lui versent un tribut qui est à peu près le même tribut que ce qu'avait revendiqué le roi perse et qu'on lui avait refusé. Et ce tribut va être utilisé par Athènes eh bien, pour châtier, pour se constituer une force militaire considérable, pour dominer la mer Égée, pour châtier ceux des alliés qui voudraient quitter l'Alliance, pour mater les révoltes, pour conquérir de nouveaux alliés, si vous voulez, et va devenir l'instrument
d'une puissance hégémonique, et d'une puissance hégémonique qui fait l'unité des Grecs en mer Égée, mais qui l'a fait sans lui donner une dimension politique, puisque c'est seulement une alliance militaire. Il n'est pas question, si vous voulez, de constituer une nation grecque, de dépasser le cadre de la cité, auquel les Grecs sont passionnément attachés, pour envisager une nouvelle construction politique dans laquelle seraient tous les Grecs. Non, c'est une alliance illégale où les Athéniens sont les chefs, les patrons, les autres sont là pour payer et obéir. Et donc cela suscite évidemment un certain nombre de révoltes. Cela suscite aussi l'inquiétude de Sparte qui fédère de son côté ses alliés traditionnels du Péloponnèse, la tension entre ces deux alliances, l'alliance spartiate et l'alliance athénienne, et finalement la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire la guerre de l'alliance spartiate contre l'alliance athénienne, qui sera une guerre civile, si vous voulez, enfin c'est pas une guerre civile, une guerre de tous les Grecs entre eux. Donc, si vous voulez, on assiste au passage de l'exaltation panhellénique qui avait présidé à la résistance aux Perses et aux guerres médiques à une guerre des Grecs contre les Grecs, sachant que cette guerre suscite elle-même des guerres civiles, parce que Athènes étant une démocratie et Sparte une oligarchie, chacun suscite chez les alliés de l'autre des révolutions politiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, les Athéniens suscitent des révolutions démocratiques dans les États alliés de Sparte pour que les États en question, après que le peuple ait pris le pouvoir, changent d'alliance, changent de camp, et les Spartiates font la même chose, c'est-à-dire qu'ils suscitent des complots oligarchiques qui, dans les cités alliées d'Athènes, et les oligarques, c'est-à-dire les riches, essayent de prendre le pouvoir, de mettre le peuple à l'écart et de passer à l'alliance spartiate. Et donc, on est passé, si vous voulez, d'une exaltation panhellénique où tous les Grecs se sont unis pour sauver ce qu'ils avaient de plus précieux, leur culture, leur vertu, à une guerre de tous les Grecs les uns contre les autres au sein même de la cité. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pensé qu'il y avait lieu pour Athéna, dont le relief date de cette période, eh bien, d'être un petit peu mélancolique. Merci de ces explications. Question plus actuelle, ultime question. À l'aune de ces faits, que penser du slogan bien connu, en particulier illustré par François Mitterrand, le nationalisme, le patriotisme, c'est la guerre? Alors effectivement, c'est une phrase de François Mitterrand qui correspond à une chose qui est assez communément partagée, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans la vulgate dominante, eh bien, l'expérience de la guerre de 14, puis l'expérience de la guerre de 39-45 auraient montré que le patriotisme ou le nationalisme, si l'on veut, est le principal fauteur de guerre. Alors moi, j'essaie de montrer d'une part, c'est que le patriotisme, si vous voulez, justement, tout le drame d'Athènes, c'est le drame de la mutation d'un patriotisme qui est à ce que Simone Veil, comme dirait Bardèche, la grosse dame du Parlement européen, mais la philosophe, ce que Simone Veil a appelé le patriotisme de compassion, c'est-à-dire que le patriotisme, c'est, encore une fois, il est fondé sur la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de tout ce que nous avons reçu, et il est fondé sur l'idée que la patrie est une chose précieuse et menacée que nous avons le devoir de défendre. Ce à quoi nous fait assister le 5e siècle chez les Athéniens, c'est effectivement une mutation de ce patriotisme en volonté de puissance. C'est-à-dire qu'on passe du devoir de justice à l'amour de soi, à l'idée que sa patrie est la chose la plus, non plus la plus précieuse, mais qui doit être le vecteur d'un égoïsme collectif. Et donc qui est appelé à dominer son environnement simplement parce qu'elle est la mienne. Et donc c'est une maladie du patriotisme qui effectivement mérite d'être analysée parce que, si vous voulez, c'est le patriotisme de stade de foot, quoi. Et effectivement, je pense qu'il y a dans ce patriotisme de stade de foot une dimension qui peut être dangereuse. Je pense que dans les sentiments les plus sains qui nous animent, eh bien, il y a des déviations toujours possibles et qu'il faut y être attentif. Maintenant, ce slogan « Le nationalisme, c'est la guerre », encore une fois, il est fondé sur l'expérience de la guerre de 14, et justement, j'ai consacré un petit chapitre de ce livre à l'étude de la guerre de 14,
et où l'on voit qu'en réalité le nationalisme est très peu présent dans le déclenchement de la guerre de 14, qui est déclenché par la reviviscence du rêve impérial, beaucoup plus que par le nationalisme, puisque la guerre de 14, elle est d'abord déclenchée par la volonté des Russes de dominer dans les Balkans, via la Serbie, qui se heurte à la volonté des Autrichiens, autre empire, l'Autriche-Hongrie, de participer au dépeçage de l'Empire ottoman, troisième empire en crise, en occupant la Bosnie-Herzégovine, etc. À l'inquiétude aussi des Austro-Hongrois, après l'assassinat de l'archiduc le 2 août 14, devant la survie de la double monarchie, cet ensemble impérial multinational. Et donc il me semble que, si vous voulez, l'idée impériale est omniprésente dans les causes du déclenchement de la guerre de 14, elle l'est aussi dans les ambitions un petit peu puériles de Guillaume II, qui arrive à se fâcher avec l'Angleterre et à la jeter dans les bras de la France, en voulant la concurrencer sur mer. Là encore, c'est la concurrence entre l'Empire allemand et l'Empire britannique. Et le nationalisme comme sentiment ne joue presque aucun rôle dans le déclenchement de la guerre de 14, si ce n'est peut-être effectivement le nationalisme serbe, mais qui n'est pas un nationalisme d'expansion, qui est plutôt un patriotisme de compassion, qui joue un rôle déclencheur. Mais si vous voulez, l'idée qui est un petit peu dans tous les esprits, que c'est l'idée de la revanche, la volonté des Français de récupérer la guerre de 14, donc le nationalisme français qui aurait une part dans le déclenchement de la guerre de 14, cette idée est simplement fausse. D'abord, la volonté de récupérer l'Alsace-Lorraine ne joue aucun rôle dans ces événements. Et deuxièmement, il est assez faible. On voit qu'en 1914, ceux qui gagnent les élections, c'est les socialistes, dont l'essentiel du programme est la réduction du service militaire. Alors pour une population qui voulait se ruer sur la ligne bleue des Vosges pour récupérer les provinces perdues, c'est un petit peu étrange. Donc le patriotisme a joué un rôle en France pendant la guerre de 14, c'est simplement le rôle de faire accepter la mobilisation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la guerre a été déclenchée pour de tout autre motif, eh bien c'est vrai que les Français ont accepté l'idée de défendre leur patrie parce qu'ils étaient formés à ce moule patriotique. Mais là encore, je pense que c'est un rôle positif qui a été joué, puisque ce patriotisme a empêché, c'est le patriotisme de la bataille de la Marne, si vous voulez, il a empêché la France d'aller à une défaite militaire rapide contre l'Allemagne. Et bon, je ne peux pas refaire toute l'histoire du XXe siècle, mais si l'on reprend la Deuxième Guerre mondiale, on s'aperçoit qu'il en va de même que si vous voulez, je crois qu'on peut tout de même attribuer la responsabilité principale de la Deuxième Guerre mondiale à l'expansionnisme de Hitler, et faire de cet expansionnisme un des traits du patriotisme ou du nationalisme, je pense que c'est une erreur de jugement complète. J'ai eu la curiosité, grâce à l'édition récente qui a été faite il y a 2 ans, une très belle édition scientifique de Mein Kampf, j'ai eu la curiosité de lire, pas tout parce que c'est tout de même fatigant, mais de longs passages de Mein Kampf, et vous voyez que la conception que Hitler a du patriotisme allemand est une conception tout simplement folle. On est très très loin du patriotisme, c'est-à-dire que la grande idée d'Hitler dans Mein Kampf, c'est 15 ans avant la guerre, hein, c'est 1923 de mémoire, c'est qu'il faut encourager la démographie allemande pour que les Allemands fassent de plus en plus d'enfants, qui créera une population surnuméraire, que l'on pourra déporter dans des provinces nouvellement conquises aux marges. Bon, faire de ce programme politique un programme typique des patriotes français ou d'autres pays me paraît un abus de langage. Donc je pense que même la Deuxième Guerre mondiale, elle est déclenchée par un type de nationalisme fou, quoi. Il serait aussi absurde de dire qu'elle est déclenchée par le nationalisme parce que Hitler l'était, que de dire qu'elle a été déclenchée par le socialisme parce qu'il l'était aussi. Je pense qu'on est là devant une vision complètement folle d'un nationalisme complètement déréglé, et dont on ne peut pas tirer argument pour jeter l'opprobre sur les nationalismes qui se manifestent aujourd'hui. Or, le paradoxe,
c'est que c'est ce que l'on fait. Et qu'aujourd'hui, si vous défendez vos frontières, soit contre la dépossession de souveraineté par l'Union européenne, soit par l'invasion migratoire, l'invasion du territoire par le tiers-monde, plus ou moins, de façon plus ou moins directe, vous êtes assimilé à un nationalisme lui-même assimilé à Hitler, au mal, à la folie, à la guerre et au désastre. Je pense que tout ça relève de la propagande et évidemment de l'abus de langage. Merci beaucoup, mon cher Michel, de ces réflexions toujours passionnantes et éclairantes. Donc, vous l'avez bien compris, La Mélancolie d'Athéna, ça n'est pas qu'un ouvrage d'histoire sur les guerres médiques et sur la guerre du Péloponnèse. Ce sont aussi des réflexions très contemporaines sur la Révolution française, sur la notion de trahison, sur la Première Guerre mondiale, sur la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment un ouvrage très éclairant. Donc voilà, vous avez devant vous ce triptyque dont je vous promets, une fois que vous serez mis dedans, à la fois qu'il vous passionnera et qu'il vous occupera quelques soirées.